Bonjour, je suis désolée, je ne suis pas bilingue comme ma collègue espagnole. Je vais devoir présenter en anglais. Merci pour l'invitation. C'est un honneur, un plaisir d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager l'expérience de mon organisation. Je suis en charge de la direction technique du CIRF. C'est une ONG qui a été fondée en 1999. Comme vous le voyez dans le nom, nous encourageons la gestion durable des rivières en Italie. Et comme vous pouvez le voir dans le logo, nous sommes aussi reliés à d'autres centres européens. Nous travaillons notamment avec l'Agence pour la biodiversité en France, qui se charge de la restauration de rivières en France également. J'ai changé le titre de ma présentation à la dernière minute, comme vous pouvez le voir. Avec les lettres en vert, parce que je pensais que tout le monde sera plus à l'aise avec ce nouveau titre. Nous parlons de la fragmentation des rivières, mais et si nous parlions de façon un petit peu plus positive de cette problématique et parlons de la défragmentation des rivières. Quelqu'un m'a dit que c'est une conférence multidisciplinaire. C'est pourquoi je vais commencer ma présentation dans un domaine complètement différent. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste de la santé, mais tout le monde voit bien ce que j'ai voulu représenter avec cette image. Et je pensais que cette image était tout à fait pertinente quand on parle de fragmentation des rivières. La question, c'est que se passe-t-il dans notre système cardiovasculaire? Vous savez, s'il y a par exemple une thrombose, il peut y avoir des conséquences qui soient liées à cette maladie. Un nombre de personnes souffrent de cette maladie. Si on regarde à l'échelle européenne, voici les nombres d'Européens qui souffrent de thrombose. Cela représente 8 millions de personnes. La thrombose qui entraîne des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus, les embolies. Et on voit qu'au niveau européen, il y a 1,3% du PIB de l'Union européenne qui est dédié à cette problématique. Vous voyez où je veux en venir? Si nous parlons maintenant des fleuves et rivières, une question importante que l'on peut se poser, c'est est-ce que nous pouvons fournir les mêmes efforts pour prendre soin de nos cours d'eau que les efforts dédiés aux soins de santé? Quelle est l'importance que nous donnons? Si nous regardons cette image, vous reconnaissez votre continent. Il n'y a aucune frontière sur cette carte. Il y a uniquement les cours d'eau principaux en Europe. Ceci nous montre l'importance des cours d'eau, juste comme le système cardiovasculaire chez l'humain. Les cours d'eau sont d'une importance cruciale pour notre continent, pour sa survie et sa vie. Un grand nombre de personnes ont présenté des données. Aujourd'hui, nous avons vu toutes les thromboses potentielles, possibles et existantes dans notre réseau. L'estimation du projet Amber était de l'ordre d'1 million d'ouvrages de thrombose potentielles dans notre système. Et si nous parlions un petit peu plus en détail des chiffres,
À propos de nos activités quotidiennes, voici le statut écologique des cours d'eau en Europe. Ce sont des données de l'Agence européenne de 2012, prenant en compte les bassins, le recensement fait au niveau européen. Et nous pouvons voir que 50% environ des cours d'eau européens souffrent, ne sont pas dans un état de santé optimal. Plus de 40% des rivières souffrent de pression hydromorphologique. Aujourd'hui, c'est une préoccupation. Et si nous regardons les plans de gestion des bassins, là nous pouvons parler de bonnes nouvelles parce que 96% des mesures ont quelque chose à voir avec les pressions hydromorphologiques. Et les 2/3 des mesures mises en place par l'Union européenne ont à voir avec les moyens de mitiger les ouvrages, de réduire les impacts des ouvrages. Donc on peut dire que nous nous intéressons au bon sujet, mais il nous manque encore quelque chose. Il y a un grand nombre de barrières, d'ouvrages qui sont en train d'être construits, qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas connus. Alors qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir nous occuper plus efficacement de la santé de notre continent? Le projet Amber est déjà tout à fait conscient de cette problématique et va travailler dessus au cours des 5 prochaines années. Mais voici, bien sûr, la liste de ce que les cours d'eau en bonne santé peuvent nous fournir, les services fournis pour les communautés. Je ne vais pas vous lire chaque catégorie parce que vous les connaissez déjà, vous savez déjà ce que nous pouvons faire grâce à nos cours d'eau, ce que nous arrivons à faire, encore heureusement. Donc je vais vous présenter le cadre qui délimite les services que nos cours d'eau peuvent nous fournir. Voici le schéma que je vous souhaitais vous présenter. Nous avons parlé ce matin et un petit peu cet après-midi des cadres rouges et verts. Nous fournissons déjà beaucoup d'efforts, travaillons énormément pour évaluer les fragmentations, combien existe-t-il de barrières, d'ouvrages, quelle est leur typologie. Nous faisons aussi beaucoup d'efforts pour comprendre les relations cause-effet entre ces ouvrages et la santé des cours d'eau. Et au cours des dernières années, nous nous intéressons de plus près aux services des écosystèmes. Et si nous voulons prendre soin de nos fleuves, de nos cours d'eau, je pense que nous devons nous intéresser un peu plus de près aux services qui peuvent être fournis par les cours d'eau qui sont libres, qui se comportent bien. Nous avons déjà beaucoup parlé de ces 2 premiers points, comme je l'ai dit. Je vais juste ajouter un point concernant ce projet, un des projets. C'est un projet FP7. Qui vont nous montrer les effets des pressions sur les caractéristiques hydromorphologiques des rivières. Avec une évaluation des bassins, nous voyons là les liens entre les pressions hydromorphologiques qui peuvent affecter les rivières et les processus hydromorphologiques, leur impact sur les variables hydromorphologiques. Nous avons vu un modèle ici que nous avons créé, un modèle conceptuel de cause-conséquence pour définir la fragmentation et les impacts des fragmentations sur les services. La fragmentation des cours d'eau est un moyen de pression hydromorphologique pris en compte par le projet réforme.
Et sur le sujet des fragmentations, le projet Réforme a développé ce schéma conceptuel pour voir les liens entre les pressions, les processus et les variables. Ils sont tous décrits. Comme vous pouvez le voir, la fragmentation des cours d'eau n'a pas seulement une variable, la taille des segments isolés par exemple, c'est une des variables, mais il y a d'autres attributs également qui sont à prendre en compte dans cet impact, comme la magnitude du flux, la sécheresse, la fréquence de sécheresse. Il y a eu différents modèles de développer. Je vous montre juste quelques images de ceux qui sont les plus pertinents pour la fragmentation des rivières. Les barrages, les grands barrages bien sûr, changent les paramètres de pression. La gestion de l'eau, les barrages, les puits sont bien sûr liés aussi à des dérivations. Vous pouvez voir les différentes relations qui apparaissent entre ces paramètres. Parfois, ces relations sont plus significatives que les ouvrages eux-mêmes. Il peut y avoir un ouvrage sur un cours d'eau qui ne diminue pas tellement le transport des sédiments ou le mouvement piscicole, mais à cause d'une pénurie d'eau, par exemple, elle peut devenir catastrophique. Donc, avec ce nouveau tableau, on voit le rôle des processus hydromorphologiques dans les cours d'eau. Les effets de l'effacement sur les processus. Vous pouvez voir des paramètres quantitatifs, des conséquences quantitatives qui apparaissent dans ce tableau. Cela ne nous aide pas à résoudre le problème de prévision des impacts et des conséquences négatives, mais cela nous aide à créer une cartographie qui nous aidera pour la gouvernance, si elle ne nous aide pas tant dans les études scientifiques, mais si on voit les connexions entre les paramètres, en voyant la magnitude des connexions, cela nous aide à prendre des décisions. Dans certains cas, nous n'avons pas besoin d'attendre des années. Nous pourrions dès demain commencer à négocier, commencer à prendre des décisions informées avec les bons paramètres. Voici les différentes variables. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais encore une fois, cet outil est très utile. D'autant plus dans des pays comme le mien, l'Italie, où nous avons des outils, mais ils ne sont pas suffisamment répandus. Ils ne sont pas directement utilisables par les autorités publiques, les personnes qui prendront les décisions. La dernière partie que je voulais vous présenter, ce sont les variables biologiques. Elles sont prises en compte dans le projet Réforme, mais je voulais vous présenter un autre projet, un outil disponible pour la communauté concernant la fragmentation des rivières. C'est notre projet FP7, Système intégré pour évaluer le statut écologique et la restauration, WISER, et je voulais vous montrer ces modèles conceptuels développés par ce projet. Vous voyez ici la page du site internet de ce projet, la première page. Si vous allez dans les résultats, modèle conceptuel, vous avez les trois liens ici encadrés. Le troisième, concernant les cours d'eau et les transferts énergétiques. Vous voyez en haut l'aval, en bas, en haut l'amont et en bas l'aval, les relations
Sur la droite, ce sont les conséquences de ces changements dans les variables qui soient liés à certains attributs biologiques. Chaque flèche représente une connexion qui apparaît dans la littérature. On peut se référer aux documents scientifiques qui ont démontré une connexion existante. Chaque flèche peut être liée à un article scientifique qui explique cette connexion. En 2012, il y avait 28 articles qui ont été utilisés pour créer ces connexions. Ce n'est pas un grand nombre d'articles, donc il reste encore une certaine marge d'incertitude. Mais cela veut dire que nous avançons. Au moins, nous progressons dans la compréhension de cette problématique. La deuxième partie, dernière partie du schéma, c'est la connexion entre l'état de santé de la rivière et les services qui peuvent être délivrés par cet écosystème. À nouveau, nous avons ici des données issues du projet Réforme avec les différentes typologies de rivières qui sont classées par un nombre, la typologie des substrats et les services qui sont classés par l'évaluation des écosystèmes du millénaire, un système de classification typique et appliqué dans de nombreux contextes. On voit ici les connexions entre les services de l'écosystème et le type de rivière. Et vous pouvez le voir, les différents types de rivières peuvent appuyer entre 11 et 17 différents services. Donc l'idée de ma présentation est de vous montrer qu'une connexion existe et au cas par cas, les communautés des rivières peuvent faire ressortir les différents services disponibles. Et j'en arrive à la dernière partie. Je ne vais pas vous présenter tout l'historique, toute l'histoire, mais une partie de ce qui se passe en Italie. Nous retirons des barrières en Italie, certaines, pas beaucoup malheureusement. Voici donc quelques cas que je voulais vous présenter. C'est dans le nord de l'Italie, la Maretta Creek, la situation avant les travaux, juste après les travaux et après. 5 ans plus tard. Donc dans les années 70, les berges avaient commencé à s'effacer. Nous avons vu un grand nombre de problèmes autour de ce cours d'eau. Donc en 2005, l'autorité locale s'est rendu compte que le coût d'entretien de ces berges, de ce cours d'eau, ne justifiait plus les avantages et les services. Ils ont décidé donc de retirer les ouvrages et finalement le paramètre clé dans cette prise de décision était le coût de l'entretien. Ils étaient bien sûr conscients de la question de continuité écologique pour les sédiments, pour les poissons, mais vraiment ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus financer l'entretien de ce cours d'eau. C'est pourquoi en Italie, nous faisons face à des problèmes similaires aujourd'hui. Au cours des dernières années, nous avons vu 673 nouveaux ouvrages construits sur nos rivières, c'est-à-dire 53% de plus qu'avant 2009. Un grand nombre de ces ouvrages ont été construits pour la production d'hydroélectricité. Alors que les avantages, maintenant le résultat est moins d'1% d'augmentation de puissance installée en Italie. Donc cela veut dire que les efforts
Aujourd'hui, ils sont faits pour plus fragmenter les rivières. Nous essayons de défragmenter d'un côté, mais si nous produisons de plus en plus d'ouvrages de l'autre côté, nous n'arrivons pas à un équilibre ici. Et maintenant, quelques bonnes nouvelles. Des passes à poissons, des centaines de passes à poissons ont été construites depuis le début du siècle. Mais, je dois ajouter un mais, et même plusieurs, souvent il manque une stratégie pour le bassin. Nous construisons des passes à poissons sans savoir quelle sera l'échelle, quelle sera la stratégie pour la continuité écologique. Souvent, les autorités demandent la mise en place d'une passe à poissons sans savoir si cette passe à poissons est pertinente, nécessaire pour ce segment de cours d'eau. C'est une procédure administrative. Vous savez, vous voulez un puits, ok, faites une passe à poissons. Peut-être faut-il le restaurer, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace, pertinent? Personne ne l'évalue. Et le dernier point, négatif, il n'y a pas de suivi de gestion pour ces passes à poissons. Ceci n'est même pas prévu. Multiplier les passes à poissons n'est pas une solution. J'en arrive presque à la fin de ma présentation. Nous avons aussi une problématique avec la gestion des réservoirs. Le facteur principal étant la capacité de stockage qui se réduit de plus en plus à cause du transport de sédiments venant de l'amont. Les conséquences sont importantes sur le débit, la production d'énergie, la gestion du débit. Et c'est pourquoi ceci nous préoccupe. Nous nous préoccupons particulièrement pour les sédiments les plus fins, mais cela ne prend pas en compte tous les paramètres, toutes les caractéristiques. Et en Italie, nous travaillons particulièrement avec le flux minimum entrant plutôt que le flux assurant la continuité écologique. Voici le cadre légal. Depuis 2016, nous avons une nouvelle provision juridique. Et toutes les autorités de gestion des bassins doivent préparer un plan de gestion des sédiments dans leur prochain plan. D'ici 2021, cette disposition impose d'avoir un plan de gestion de bassins plus détaillé. À l'heure actuelle, d'après ce que nous savons, seulement quelques autorités s'intéressent à ce sujet. C'est un défi pour beaucoup. Et je crois que je n'ai plus beaucoup de temps, c'est peut-être même la fin de mon créneau. Je vais donc passer directement à la conclusion. Voici quelques projets sur lesquels nous travaillons. Nous avons travaillé avec le projet LIFE, le projet FP7. Si vous allez voir sur ces sites internet, vous aurez accès à toute une liste, une bibliothèque des bonnes pratiques et les méthodologies sur la droite. Je vous invite donc aujourd'hui, si vous voulez, à aller voir sur ces sites internet pour avoir plus d'informations. Et nos partenaires dans ces deux projets, le département des Hautes-Alpes, avec Interreg Alpine Space, Interreg Mediterranean, nous essayons donc de répondre à deux questions. Quels seraient les services dans les écosystèmes qui peuvent être restaurés avec la restauration des paramètres hydromorphologiques et comment impliquer
Le domaine des services dans la gouvernance des rivières. Nous avons donc un grand nombre d'activités à développer sur ces deux sujets. Si vous souhaitez, nous pouvons interagir sur ces sujets, ce serait très intéressant. Et je vais terminer avec cette diapositive qui est un résumé d'autres questions, d'autres problématiques pertinentes au sujet de la fragmentation des rivières. Capitaliser sur les systèmes des écosystèmes basés sur la défragmentation des rivières est une menace. Nous pensons que les services des écosystèmes peuvent générer une menace. Je pense que nous devons les prendre en compte, évaluer les services disponibles quand nous pensons à effacer des ouvrages. Nous avons besoin d'une gouvernance intégrée, une évaluation intégrée et une gouvernance qui implique toutes les parties prenantes. Quand nous parlons des services, nous ne devons pas seulement prendre en compte une liste de services, un catalogue, mais c'est aussi un système d'appui, de soutien pour les influenceurs. Le deuxième point est que ces services ne sont pas toujours pertinents. Services fournis par la défragmentation des rivières. Il faut, comme on l'a vu ce matin, et nous en parlons depuis ce matin, analyser le contexte, faire une cartographie des différentes parties prenantes. Nous allons voir que les conditions sont différentes au cas par cas, rivière par rivière. Il pourrait ne pas y avoir d'avantage en retirant un seuil si la qualité de l'eau n'est pas bonne. Par exemple, c'est un des contextes et la cartographie des parties prenantes, c'est parce qu'il y a toujours un groupe qui va essayer de mettre en avant ses intérêts par rapport à d'autres. Avec la première présentation ce matin, nous avons vu déjà que la gouvernance était un des points clés pour arriver à défragmenter nos rivières avec succès. Ce projet qui aura lieu en Espagne, et nous avons aussi un projet italien sur ce sujet, sur la continuité des rivières. Je vous invite à y venir et à participer avec nous. Thank you.